Chers téléspectateurs, bienvenue au 6e épisode de votre émission Les engagés de l'innovation sociale. Les engagés de l'innovation sociale est une web émission qui traite des sujets liés au développement socio-économique du pays à travers une diversité et une panoplie de composantes. Lors des derniers épisodes, nous avons traité de l'écosystème, l'accompagnement, le financement, comment est-ce qu'il peut être un levier pour le développement du pays. Et lors de ce 6e épisode, nous allons traiter une thématique très importante qui est celle de l'éducation et de la formation à l'innovation sociale. Pour cela, nous avons invité pour vous deux experts et deux intervenants chevronnés. J'ai à ma droite Madame Yasmina Al-Asri. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette opportunité. Je vous en prie. Madame Yasmina Al-Asri, vous êtes directrice générale déléguée de Injaz Al-Maghrib. Tout à fait. J'ai à ma gauche Saad Latif Bouazza. Bonjour. Marhaban. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Saad Latif Bouazza, vous êtes professeur universitaire, fondateur de la première licence professionnelle en coordination des projets de développement. Tout à fait. Merci encore une fois. Avant d'entrer en plus et dans la profondeur de notre sujet, j'ai, chers invités, une actualité à partager avec vous sur laquelle j'aimerais avoir votre avis par rapport à cela. Aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, ça date quand même de quelques temps, nous avons un nouveau gouvernement en place, un nouvel appareil exécutif, et il y a une nouveauté, c'est que dans le cadre de l'architecture gouvernementale actuelle, nous avons le terme innovation qui a été rattaché au ministère de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, le ministère, il est intitulé le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. À votre avis, j'aimerais accueillir justement votre feedback là-dessus. Je démarre avec vous, Madame Al-Asri. Ce rattachement de l'innovation à l'enseignement supérieur, quel message cela porte-t-il et en quoi est-ce que cela peut développer l'innovation en général dans son sens le plus large au Maroc? Merci beaucoup, Monsieur Cheraki. Je pense que c'est une question très très importante et il était temps au fait que cette question importante soit abordée au niveau de l'université parce que avec tout ce que nous avons passé, tout ce que nous avons vécu les 2 dernières années, notamment avec la crise du Covid, on a pris conscience que l'école aujourd'hui ou l'université aujourd'hui doivent au fait changer de rôle. On ne doit plus au fait programmer les cours comme on le faisait avant, on ne doit plus dispenser les cours comme on le faisait avant, mais on doit prendre en considération l'étudiant, le jeune, dans ses besoins, dans son mindset, qui n'est plus comme on avait l'habitude de le voir ou de le connaître. Et l'innovation va dans le sens où de la préparation au fait de ce jeune-là au marché du travail ou au marché de l'entrepreneuriat plus de demain mais d'aujourd'hui. L'université aujourd'hui, d'ailleurs on l'a vu pendant la crise du Covid, quand tout le monde était confiné et qu'on n'avait plus accès au monde qu'à travers son ordinateur et la connexion Internet, on a commencé à entendre des gens, des experts qui disent l'université n'existera plus. On n'a plus besoin de l'université. Moi, je dis, on n'a plus besoin de l'université dans son schéma actuel, mais on aura toujours besoin de l'université, mais l'université doit se mettre à jour, notamment dans ses programmes, la façon dont les programmes sont dispensés, mais également la façon dont les enseignants sont formés. Parce qu'avant d'introduire l'innovation ou d'inculquer l'innovation aux jeunes, on doit former aussi les profs sur ce que c'est que l'innovation, sur ce que c'est que les soft skills, parce que les profs ont toujours été un modèle à suivre, et si eux n'appliquent pas ce qu'ils sont en train d'enseigner, on ne sera pas au rendez-vous, en fait. Très bien, très bien. Saad Latif Bouazza, par rapport à cela, et vous êtes dans l'enseignement supérieur d'ailleurs, l'idée que vient de souligner Madame Al-Asri, c'est que c'est peut-être un investissement dans le futur, c'est-à-dire préparer aujourd'hui les générations qui sont en train de grandir, qui sont à l'université, qui sont à l'enseignement supérieur, l'OFPPT et tout ce qu'on veut. Il faut intervenir aujourd'hui pour gagner son mindset innovatif dans le futur. Est-ce que c'est plus un investissement dans le futur ou est-ce que le ministère veut plus se focaliser sur aujourd'hui la recherche en modèle d'innovation sociale, encourager les laboratoires?
Quel regard pouvez-vous apporter par rapport à cela, surtout avec votre casquette d'universitaire? Merci, cher ami. En tout cas, cette nouvelle configuration tombe à point nommé, comme l'a si bien souligné Madame la directrice Madame exécutive, Nasri, oui. Madame Nasseri. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit scoop. Mardi dernier, j'étais avec le ministre dans son bureau, Mhm. dans un autre cadre, et justement, on a parlé de ça. Et cette nouvelle configuration n'est pas le fruit d'un hasard. Ok. C'est une consécration d'une évolution de l'université marocaine Mhm. et de l'enseignement supérieur de façon générale au Maroc, d'autant plus que le Maroc aujourd'hui a besoin de profils pointus pour répondre à ses engagements internationaux. Il a aujourd'hui intégré des marchés très intéressants comme l'automobile, qui nécessite beaucoup d'innovation et de recherche et développement, comme l'aéronautique, comme aussi l'industrie pharmaceutique, etc. Et justement, avec Monsieur le ministre, on a abordé la question de l'innovation sociale. Et moi, j'étais franchement très agréablement surpris parce que lui-même, il avait mené des actions dans ce sens quand il était président de l'université Qada'iyya de Ouais, Marrakech, Marrakech, ouais. où il avait mis en place un certain nombre de masters, de licences professionnelles, etc., pour former des jeunes, pas forcément sur l'innovation sociale, mais de façon générale sur les métiers du développement. Donc cette nouvelle configuration, à mon sens, elle tombe à point nommé et elle permettra à notre pays de rénover un peu sa configuration universitaire de façon générale, de diversifier les profils et de combiner l'enseignement, la recherche scientifique, pas seulement fondamentale, mais aussi recherche-action, Action, et l'innovation dans son sens large. très Parce bien. que généralement, quand on entend parler par innovation, on croit uniquement qu'il s'agit de la technologie. Technologique, Non. L'innovation sociale, c'est un champ tout simplement extraordinaire. très bien. On va en parler certainement, où il y a un potentiel extraordinaire, un gisement extraordinaire d'emploi pour les Très bien, jeunes. très bien. Vous nous Voilà. rassurez par rapport à cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience au Sérieuse. niveau ministériel, très Tout à sérieuse, fait. par rapport à l'importance de l'innovation sociale et au développement de curricula, de parcours certifiants, diplômants Tout à fait. liés à l'innovation sociale. Tout à fait. Très bien. Entrons maintenant dans le vif du sujet et analysons ensemble aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le fait de former ou d'éduquer à l'innovation sociale. Je me tourne vers vous, Madame Lassri, parce que certains disent que l'innovation, c'est peut-être quelque chose qui se fait de manière, je dirais, plutôt empirique, observation sur le terrain, on innove. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus basé sur l'expérientiel. Maintenant, former à cela, éduquer à cela, comment ça se passe réellement aujourd'hui? Apprendre à un jeune d'être un innovateur social, ça consiste en quoi? Quel set de compétences, de connaissances il faudrait lui transmettre pour qu'on puisse dire à la fin qu'il a été formé quand même, il a été éduqué à l'innovation sociale? Peut-être avant de répondre directement à votre question, commencer par le fait que c'est vrai qu'introduire l'innovation sociale à l'université est une très bonne chose qu'on attendait depuis très très longtemps, mais peut-être que ça vient un peu, pas en retard, mais il aurait été préférable qu'on commence très tôt dans l'enseignement en général. C'est-à-dire qu'on a besoin d'inculquer l'innovation et l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, etc., dès le primaire à l'enfant. Ah, carrément, au primaire. Dès le primaire, parce que c'est là où il y a un développement de personnalité du jeune ou de l'enfant. C'est là où soit on lui donne le champ de s'exprimer et là, il développe au fait son esprit créatif, innovant, etc. Soit, comme on dit en arabe, et là, on l'a perdu. Quand il arrive à l'université, c'est une seule chose, je dois terminer mes études, chercher un emploi, gagner un salaire et ça fait. C'est la mentalité au fait qui prédomine aujourd'hui et ce qu'on voit aussi avec les étudiants à l'université que nous on forme au niveau de INGES. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
l'université a intégré, ou l'enseignement supérieur a intégré l'innovation sociale dans ses programmes, mais l'université aussi doit s'innover. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus être un lieu où on va se mettre devant un prof et écouter ce qu'il dit, mais ça doit se transformer en laboratoire où le jeune passe son temps à chercher des solutions innovantes à tous les problèmes qui relèvent soit de la spécialité qu'il a choisie ou plus générale, parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui est demandé à un jeune quand il sort de l'université, c'est d'être polyvalent. On cherche plus des experts, mais on cherche des personnes qui peuvent répondre ou qui peuvent être prêts à intervenir pour régler n'importe quel type de problème ou de question. Et l'innovation sociale, quand on parle de social, c'est tout ce qui a un intérêt général, que ce soit en matière de l'enseignement, éducation, santé, intégration socio-économique des jeunes, etc. Et nous, dans ce qu'on fait en termes d'entrepreneuriat social, c'est justement encourager les jeunes à chercher des solutions innovantes à des problématiques existantes qui répondent comment on appelle ça, les ODD, les objectifs de développement durable. Et là, c'est social. C'est quand un entrepreneur ou quand un jeune décide d'être entrepreneur, son objectif, c'est pas de gagner de l'argent n'importe comment, mais c'est d'apporter une solution innovante, pérenne à une problématique qui va lui faire gagner de l'argent pour lui permettre d'intervenir dans la durée, mais également de créer des opportunités de travail pour d'autres jeunes. Excellent. J'aimerais quand même prendre une minute pour creuser avec vous une idée. C'est qu'aujourd'hui, l'offre universitaire, elle est là, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs à part l'université qui interviennent dans la formation et dans l'éducation et l'innovation sociale? Injaz El Maghreb. Par exemple, Injaz El Maghreb. Alors nous, Injaz El Maghreb, pour rappel à ceux qui ne connaissent pas l'association peut-être, elle a été créée à l'initiative du groupe MADA dans la signature et le positive impact. Et dans tous les projets que nous développons, tous les programmes de formation que nous développons, c'est en répondant aux orientations stratégiques de son conseil d'administration qui est présidé par le MADA. Donc, il y a eu une attention très particulière qui est quand même accordée à ce sujet-là, innovation sociale, entrepreneuriat social. Et en accompagnant, nous, on intervient du primaire jusqu'à l'université. Et à chaque niveau, au fait, l'objectif de notre programme dépend de la cible ou du jeune avec qui on traite. Par exemple, au niveau du primaire, on fait une initiation à l'entrepreneuriat, mais également il y a une aide à l'orientation scolaire. Au collège, c'est des programmes de formation qui initient un peu à l'entrepreneuriat également, mais qui développent des compétences relatives à tout ce qui est des compétences comportementales, des compétences communication, travail en groupe, etc. Et plus on avance au lycée et à l'université, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment des programmes plus développés sur l'entrepreneuriat, où les jeunes créent effectivement des entreprises avec un impact social en utilisant l'innovation sociale. Et en plus de ça, on a une autre cible pour laquelle on a lancé un nouveau programme en 2018, qui est les coopératives. Et là aussi, c'est une façon, au fait, de préserver tout ce qui est traditionnel, les métiers traditionnels, apporter un appui à la femme, surtout rurale, pour son autonomisation et le développement de tout ce qui est monde rural, au fait, économiquement parlant. Très bien. Plutôt de l'inclusion économique, principalement des femmes dans le milieu rural. Tout à fait. Très bien, très bien. Saatef Bouazza, votre expérience personnellement en tant que quelqu'un qui a initié, qui a fondé cette licence professionnelle en coordination des projets de développement, et vous avez formé des agents de développement local, qui sont on peut les considérer, c'est des acteurs de changement au niveau local, c'est des innovateurs sociaux aujourd'hui. Donc, je suis sûr que également nos téléspectateurs ils sont intéressés pour savoir qu'est-ce que vous avez appris à ces gens-là, quels étaient les modules de formation, est-ce qu'il y avait un système d'alternance. Donc, comment était formulée cette offre justement de formation et d'éducation à l'innovation sociale que vous avez chapeautée? Cette formation, elle était pratique, elle était basée sur une étude de terrain. À l'époque, déjà en 2003, on avait fait un travail de terrain avec beaucoup d'associations, beaucoup de coopératives, pour essayer d'apporter une réponse justement à leurs besoins en termes de ressources humaines qualifiées. Et donc, nous avons fait un travail de fond dans la région d'Ousous Massa,
et dans la région de l'Oriental Très bien. pour identifier quel est le profil ou quels sont les profils. Donc, on avait fait un profilage à l'époque et puis on avait conclu que à l'époque, on avait besoin de profils polyvalents, mais qui disposaient d'outils de travail. C'est des gens qui pouvaient apporter, comme l'a dit Madame Lassili, des réponses, apporter des réponses à des problématiques locales, environnementales, non pas seulement sociales, mais aussi de société, sociétale, etc. Et donc, on avait travaillé dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, financement Tempus, MEDA à l'époque, qui était tout simplement magnifique parce qu'il nous a donné les moyens, nous avait donné les moyens de mener un travail de terrain pendant 6 mois. Et donc, on avait travaillé en collaboration avec l'Université de Bordeaux, pour ne pas oublier notre partenaire à l'époque. Et puis, on avait choisi de travailler sur un profil, comme je l'ai dit, polyvalent, d'agent de développement social, de développement local, de coordinateur de projet, ce qu'on appelle aujourd'hui les project managers. C'est des managers de projet. Ouais. Et je vous assure que les 3 premières promotions étaient prises avant même de finir leur parcours. Parce que moi, à l'époque, entre-temps, j'avais quitté l'université pour aller travailler au gouvernement pour dire qu'il y avait un manque terrible. Et donc, ils étaient formés en planification stratégique, en gestion des conflits, en faisant aussi des diagnostics pour définir les besoins des communautés, les besoins des populations, etc., etc. Et sur les communications, les soft skills, comme a dit Madame Lassili tout à l'heure, comment communiquer, comment convaincre quelqu'un qui est là, qui vit un problème et qui n'est pas conscient de ce problème. Comment le convaincre de s'inscrire dans une logique de changement. C'est très important. Et puis, c'était des formations, j'allais même dire, pas du tout théoriques. Il y avait un background théorique magnifique, mais c'était un travail des étudiants, mais c'était des formations versées sur des choses pratiques. Et puis, il y avait à côté du stage, il y avait ce qu'on avait appelé des projets tutorés. C'est-à-dire que l'étudiant, chaque semaine, pratiquement, il passait une journée, c'était le mercredi, chez un organisme partenaire, que ce soit une association, une coopérative, une entreprise, parce qu'il y avait des entreprises qui avaient déjà à l'époque initié le processus de responsabilité sociale. Et puis, il y avait aussi les collectivités territoriales. Donc, on avait essayé même de travailler avec les collectivités territoriales. Et puis, l'étudiant était doublement encadré par un enseignant et par un professionnel. Deuxièmement, ou troisièmement, 60% des enseignements étaient assurés par des professionnels. Et c'était là l'originalité de la formation. Et par la suite, beaucoup d'étudiants ont travaillé évidemment, ils ont développé leur parcours par des masters, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Il y a même aujourd'hui des étudiants qui sont des collègues universitaires, qui étaient d'anciens étudiants. Ça, c'est un premier point très important. Mais pour revenir aussi à la formation, ça peut aussi être une autre forme d'introduire l'entrepreneuriat social, mais pas forcément diplômante. Parce que moi, j'assure aujourd'hui un cours auprès de plusieurs masters en comptabilité et audit. Rien à voir avec l'entrepreneuriat social. Master en finance, corporate finance. Et le master de management d'entreprise. C'est un module qu'on a appelé séminaire professionnel. C'est moi-même qui assure ça. Je vous assure qu'il y a une soif terrible chez les étudiants pour apprendre ce qui se passe dans la société. Donc, ce n'est pas un cours one way, professeur. Non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de recherche-action parce qu'on travaille sur des expériences internationales. On sillonne le monde, on prend des expériences de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, du Maghreb, de l'Europe et de l'Asie pour pouvoir montrer à ces étudiants quelle est l'originalité de l'innovation sociale ou de l'entrepreneuriat social en général. Et ça crée chez l'étudiant une curiosité qui fait que les étudiants eux-mêmes prennent des initiatives. Et ils vont, par exemple, l'année dernière, ils étaient allés visiter des orphelinats
des maisons des personnes âgées avec lesquelles ils avaient passé une journée Ramadan, ou etc., etc. Donc, les étudiants commencent à devenir des change makers, des agents de changement, et ça, c'est très important. Très important. Et dernier Oui, mot, je voulais allez-y. dire aussi que Bien sûr. malheureusement, chez nous, on est un peu en retard, comme l'a dit Madame Lasseri. Tout simplement, on est en retard à l'université. Parce que j'avais l'occasion de visiter plusieurs pays. Je donne des exemples Bien qui sûr. risquent de vous surprendre. Mhm. À Oxford, nous avons un master en entrepreneuriat social, Saïd Business School. Harvard Business School avait commencé au début des années 2000. L'ESSEC à Paris, HEC à Paris, Wharton University, les grandes universités mondiales ont des masters en entrepreneuriat social. Stanford University, elle a une revue sur l'innovation sociale. Ça, on ne l'a pas, malheureusement. Et on est un pays où on a absolument besoin de ce type de formation. Mais il y a généralement, les jeunes, c'est la finance, c'est la gestion, c'est les mathématiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette ouverture qui permet à l'étudiant d'avoir une panoplie de choix et de proposer ces offres de formation comme étant des offres prometteuses. Et je vous assure que ça garantit beaucoup plus d'emplois que des formations classiques. La preuve, c'est les lauréats de la licence professionnelle dont Ils vous sont avez partout, parlé. hein. Ils sont partout. Tariq, c'est un produit qui était lauréat d'une licence Tariq Maroufi, qui est professionnelle. le directeur de la Oui, fondation bien sûr. Al-Qadr Msaleh. Il est produit excusez-moi, j'utilise le terme produit, mais il vient d'une licence professionnelle à Bordeaux avec laquelle nous avions un partenariat. Et c'est là où j'avais l'occasion de le rencontrer parce que j'étais encore, à l'époque, professeur visiteur là-bas. D'ailleurs, c'est normal, nous sommes un pays où l'économie sociale et solidaire est très présente, est très forte. 200 000 associations, les chiffres parlent de peut-être entre 45 et 50 000 coopératives, et nous avons presque 33 ou 34% de la population qui est dans le milieu rural. C'est-à-dire que les défis sociaux et que notre tissu social est tellement riche, mais peut-être que derrière, l'effort de recherche, de formation, d'innovation sociale n'a pas suivi. L'écosystème ne suit pas l'évolution. Il y a un temps de l'évolution de la société, mais l'écosystème, malheureusement, ne suit pas comme il se doit. Par exemple, ailleurs, nous avons des lois. En France, par exemple, qu'on cite assez souvent comme exemple, on a une loi sur l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale, c'est des champs où il y a énormément du nouveau. Il y a beaucoup de nouveau et l'écosystème ne suit pas forcément. Les financements ne suivent pas. La loi ne suit pas, etc., etc. Donc, il y a un effort à faire de la part des responsables et des dirigeants pour permettre à cet écosystème d'éclore, pour permettre à l'économie sociale, à l'entrepreneuriat social et à l'innovation sociale de percer et de toujours être dans cette logique d'innovation. Juste pour compléter, si je peux me permettre, parce qu'il y a aussi un autre problème qui est, chez nous, les Marocains en général, on n'a pas cet appétit du risque. On le voit chez les jeunes, on le voit chez les parents aussi qui poussent les jeunes vers des métiers en particulier. Et pour être un entrepreneur, il faut quand même avoir un minimum d'appétit de risque pour se lancer, pour créer une entreprise, etc. Et puis, tous ceux qui décrochent un diplôme n'importe où dans le monde ou même au Maroc, ils ne voient que Casa ou Rabat pour travailler. Donc, il y a une disparité régionale. Disparités régionales qui font que tout le monde se rue vers Casa et Rabat. Rabat pour tout ce qui est fonction publique, le sésame, et Casa pour tout ce qui est fonction privée. Et moi, j'espère que avec cette prise de conscience, parce qu'il y a quand même des lois qui sont en train de se mettre en place, notamment pour l'économie sociale et solidaire. Les financements, 2014. Le financement, c'est pas ce qui manque, mais quand on va voir les financiers, ils disent que les jeunes ne sont pas très bien accompagnés. Ce qu'ils présentent, c'est du copier-coller, ça tient pas la route, il n'y a pas d'innovation, etc. Donc, j'espère que quand on y sera, quand on aura quand même changer les mentalités et préparer les jeunes à prendre des risques, on assistera à une exode dans l'autre sens, pas rural, mais plutôt urbaine vers le rural. Vers d'autres zones. Vers le rural, parce qu'il y a tout à fait à faire dans le rural et on le voit même au niveau des pays développés. Beaucoup de gens, de cadres supérieurs quittent Paris, quittent les capitales européennes et vont s'installer dans le rural où ils ont une très bonne qualité de vie.
l'épanouissement personnel, Mhm. ils gagnent, ils mangent bien, Mhm. ils vivent bien et ils gagnent bien leur vie. Mhm. J'aimerais rester avec vous, Madame Lasri. Et là, effectivement, ça a été souligné par vos deux interventions. La société bouge, de nouveaux besoins Émerge. s'expriment et émergent. Le Covid également, il a montré qu'il y a quand même une certaine fragilité socio-économique ambiante quand même et sur laquelle il faut travailler et il faut bosser. Et du coup, comme la société se développe, aussi les méthodes, les modèles d'approche également doivent se développer. Donc, aujourd'hui, je souhaite vous interpeller par rapport à quelles nouvelles compétences, quels nouveaux concepts, quel nouveau matériel, quel nouveau bagage lié à l'innovation sociale il faudrait aujourd'hui transmettre aux jeunes et aux étudiants. Et là, vous voyez ça, par exemple, à Injaz Maghreb, et vous savez, bien sûr, vous changez assez souvent vos curricula, et aujourd'hui, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui deviennent de plus en plus prioritaires à inculquer et à transmettre aux jeunes. Quelles sont aujourd'hui ces nouvelles compétences qu'un innovateur social doit avoir, doit apprendre? La première chose, c'est la capacité de s'adapter. Ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des métiers dont on n'en avait pas besoin. Des métiers pour lesquels les entrepreneurs, si je peux les appeler comme ça, enfermaient leurs magasins parce qu'il n'y avait plus d'offres. La crise de Covid a démontré que c'était pas nécessaire, c'était pas un produit de première nécessité ou un service de première nécessité. Et ceux qui ont réussi à survivre et à faire face à la crise, c'est ceux qui ont su s'adapter. On le voit par exemple au niveau des restaurants, ceux qui ont continué à exercer après le Covid, c'est ceux qui ont continué à opérer et qui sont passés à un système de delivery. Donc cette capacité de s'adapter est très très importante, l'agilité est très importante, l'esprit d'innovation face à des crises comme ça est très importante, l'esprit d'innovation est très important, pardon, et puis la créativité. La créativité. Voilà. Et la communication, parce que quand la communication est mauvaise. Et surtout une communication simple, très terre à terre, parce que souvent les bénéficiaires, et les vrai, gens, justement, vrai, il faudrait parler simple aux gens et parler vrai. très terre à terre à gens et vrai, surtout. Si vous m'avez interpellé avec les expériences et le benchmark à l'international. Et apparemment, vous avez eu l'occasion de faire ce benchmark. Aujourd'hui, par rapport à ces meilleures pratiques, déjà, c'est bien de parler des meilleures pratiques au Maroc, marocaines, par rapport à l'éducation, à l'innovation sociale, si vous en connaissez quelques exemples. Et par la suite, également, ce benchmark à l'international, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques qu'on peut importer et qu'on peut appliquer au Maroc et qui vont également donner des résultats? En termes de formation? En termes de formation et d'éducation, exactement. Oui, bien sûr, il y a des bonnes pratiques qui sont locales, qui viennent de partout, pas seulement d'universités. Injaz El Maghreb, c'est un exemple magnifique. Mais il y a à peu près que Injaz El Maghreb comme association qui fait ça. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup. Il faut multiplier des Injaz El Maghreb qui viennent du monde associatif, de la société civile, etc. N'attirez pas la concurrence. Non, mais une sincèrement. Concurrence saine quand même, une concurrence très saine. Il y a Inactus qui est aussi une bonne pratique. Que nous avons reçu par ailleurs aussi également. Bien sûr, il y a plusieurs initiatives, plusieurs bonnes pratiques qui viennent du monde associatif. Mais il y a aussi de bonnes pratiques qui viennent du monde académique. J'ai parlé de ma modeste expérience et qui viennent aussi du gouvernement. Parce que quand j'étais au gouvernement, on avait lancé tout un programme qui s'appelle 10 000 travailleurs sociaux. À l'horizon, c'était à l'horizon 2012 à l'époque. C'était en 2007. Et l'objectif, c'était de créer des licences professionnelles. Et on avait signé ministère du Développement Social avec les universités des conventions pour créer et ça a créé des noyaux, des germes partout au Maroc. C'était magnifique, c'était 13 universités. Donc c'est des bonnes pratiques pour créer des noyaux durs qui pourraient par la suite dupliquer et essaimer. Mais il y a aussi de bonnes pratiques concernant la formation des formateurs. Très bien. Parce que les universitaires, avec tout mon respect, et j'en fais partie, généralement on est dans sa tour d'ivoire, on ne connaît pas ce qui se passe dans la société, ou on le connaît peu. Et donc, il y a aussi des formations pour les professeurs pour pouvoir leur permettre de s'adapter, d'innover, de créer des modules et des formations diplômantes ou certifiantes qui vont dans le sens de la société, de l'évolution de la société, etc. Il y a aussi de bonnes pratiques concernant la formation digitale. Madame Nassiri a parlé de la crise. Aujourd'hui, on a vraiment développé des outils magnifiques
des MOOC, etc., et qui sont partout. Pas seulement au Maroc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, enseignant que je suis, ça fait 25 ou 26 ans, j'apprends toujours, je suis connecté à Coursera, il y a énormément de choses qui viennent d'ailleurs et qu'on peut absolument, comme vous dites, importer, mais qu'on doit adapter. Et avec justement les présidents, il y a aujourd'hui un grand projet d'accélération de la réforme universitaire et l'enseignement en ligne prend absolument sa place. Et on peut l'adapter pour enseigner des gens qui sont à Agadir, qui sont dans le rural, qui sont partout au Maroc. On n'est pas obligé de se déplacer. On doit absolument adapter des modules qui répondent à des besoins et qui répondent aux besoins des uns et des autres. Très rapidement. Juste compléter, parce qu'il y a aussi le rôle du secteur privé qui est très, très important. D'ailleurs, nous, on s'appuie sur le secteur privé pour fonctionner. Ouais. C'est un pont, au fait, qu'on a mis en place entre l'université, justement, et le secteur privé pour faire bénéficier les jeunes d'une formation vraiment pratique. Et l'université doit s'appuyer sur le secteur privé pour être à jour des besoins du secteur privé, de l'entreprise, pour pouvoir former les jeunes. Madame, monsieur, dernier point, c'est notre fameux call to action qu'on lance toujours chez les engagés de l'innovation sociale. En 60 secondes, je vous donne la main pour lancer une recommandation, un appel à l'action pour un des acteurs de l'écosystème. Vous pouvez vous adresser au gouvernement, aux universités, etc. Mais le call to action doit être lié aujourd'hui à notre thématique. Quel est votre call to action, Madame Lassri, pour mieux encourager et renforcer l'éducation à l'innovation sociale au Maroc? Le premier call, moi, je l'adresserai aux parents, parce que c'est les parents qui participent en premier à modeler leurs enfants, les jeunes, leur esprit, etc. Je les appelle pour leur dire écoutez les enfants au lieu de leur inculquer ce que vous voulez, vous, qu'ils deviennent plus tard. Il faut les écouter, voir quelles sont leurs orientations, qu'est-ce qu'ils veulent faire, de quoi ils sont capables pour les encourager dans cette direction-là et ne pas leur imposer des choses. Toi, tu vas devenir médecin, tu vas devenir ingénieur, etc. Et puis, on a un autre problème, nous, en tant qu'IJAZ avec les parents, c'est qu'ils voient ce qu'on fait dans les établissements comme une perte de temps. Alors que c'est vraiment un travail qui vient en complémentarité de ce que fait l'école pour justement développer toutes les autres compétences que les profs n'ont pas le droit, mais n'ont pas le temps, fait, de développer chez ces enfants-là. L'autre call que je fais, c'est à la société en général, il faut, au fait, redevenir solidaire. Il faut, au fait, comprendre que l'intérêt général va avec l'intérêt personnel. Exact. Et en cherchant l'intérêt personnel, on doit aussi réfléchir à l'intérêt général. Et si on ne pense qu'à l'intérêt général et si on court seulement derrière l'argent, personne n'est gagnant dans cette affaire. Très bien. Merci. Clin d'œil à Adam Smith et à sa main invisible. Et vous me rappelez également une grande Françoise Dolto, grande défenseur des enfants également. C'est Bouazza, call to action. Moi, j'appellerais les décideurs de ce pays, de notre cher pays, pour leur dire que nous avons une opportunité extraordinaire du nouveau modèle de développement qui a fait de l'économie sociale et solidaire un levier, un vrai levier de développement. Et donc, il faut créer un écosystème très favorable pour permettre à ce levier de jouer pleinement son rôle en termes de création de richesse, en termes de création de richesse et de valeur, en termes de création des solidarités et en termes de création d'emplois pour nos jeunes. C'est extrêmement important. Et c'est un pilier très, 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 très intéressant. Je donne un petit exemple parce que en France, par exemple, c'est 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aux Pays-Bas, c'est 100 milliards. En Allemagne, c'est 150 milliards de création de valeur. Par l'entrepreneuriat social. Aux États-Unis, n'en parlons pas. On parle de 12 à 14% du PIB peut-être en France. Oui. Ouais. C'est énorme. C'est le deuxième employeur, c'est 2,3 millions d'emplois en équivalent temps plein. Donc, pour dire qu'il y a du sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Il y a un potentiel. Bien évidemment, et il faut bien évidemment appeler tous les autres acteurs,
les collectivités territoriales, les associations, les coopératives, pour se professionnaliser. Très bien. Parce que notre pays aujourd'hui a besoin de professionnels qui vont être responsables, qui vont gérer son développement et lui permettre d'émerger comme étant une nation, un pays où il y a le respect des droits de l'homme, le respect de l'être humain de façon générale et qui s'inscrit dans une trajectoire de développement vertueux. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Madame Al-Asri, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Injaz Maghreb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Monsieur Bouazza, merci beaucoup. C'est Merci moi. d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes prof universitaire, fondateur de la première licence professionnelle en coordination des projets de développement. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi avec nous ce sixième épisode, pardon. Le 7e, il viendra très prochainement, on vous le promet. Ce 6e épisode de l'innovation sociale où nous avons parlé de l'importance de l'éducation et de la formation à l'innovation sociale. N'oubliez pas de liker, de partager, d'interagir avec nous en commentaire par rapport à cet épisode, mais également les autres passés que vous pouvez retrouver à la fois sur les plateformes de la Fondation Abdelkader Ben Saleh, mais également sur les plateformes de son partenaire médiatique Télé+. Donc on se dit à la prochaine.